Perché sur un éperon rocheux à 750 mètres d'altitude, le château du Haut-Königsbourg domine la région. Situé dans le Bas-Rhin à l'ouest de Sélestat, il reste le témoin de conflits et rivalités entre rois, seigneurs et empereurs. Érigée au XIIe siècle, cette forteresse raconte 9 siècles d'histoire et reste l'un des monuments les plus visités de la région avec 500 000 visiteurs par an. Alors si aujourd'hui, hélas, nous le découvrons sous la brume et la pluie, sachez qu'il prend un tout autre visage les jours de beau temps. Regardez. Mais quand et pourquoi ce château a-t-il été bâti ? Alors, il est mentionné pour la première fois en 1147. Il est alors bâti par la famille Hohenstaufen, une famille impériale germanique, afin d'affirmer son pouvoir en Alsace. Il prend le nom de Haut-Königsbourg à partir de 1157, ce qui signifie le haut château du roi. Mais pourquoi ce château du Haut-Königsbourg a été construit ici précisément ? Alors, au sommet de la montagne, on a une position stratégique très intéressante. D'une part, on peut voir à 360 degrés sur des dizaines de kilomètres, ce qui permet de surveiller les routes commerciales qui traversent la plaine d'Alsace. Les routes du vin, du sel, de l'argent, du blé, et ainsi de suite. Et avec ça, on a en plus la présence d'eau qui favorise l'installation humaine. Et enfin, la montagne elle-même fournit une excellente manière de se protéger, une manière naturelle de se protéger, car elle est difficile d'accès. Mais le château a connu toutes sortes de constructions, de destructions, de reconstructions au fil de l'histoire. Exactement. Donc la première destruction à proprement parler, c'est après le siège de 1462. Les chevaliers brigands ont occupé le château illégalement, il faut les chasser. Le château est en partie détruit. Plus tard, il est à nouveau attaqué, cette fois en 1633, lors de la guerre de 30 ans. Et là, c'est une destruction qui ne laisse que 70% du bâti encore debout. Et enfin, comme vous le savez, au tout début du XXe siècle, il est reconstruit, restauré, et c'est grâce à cette restauration demandée par Guillaume II qu'on peut le voir aujourd'hui dans cet état. Mais Alexia, ce que je comprends pas très bien, c'est la présence de ces tours, là, très imposantes. Pourquoi sont-elles situées ici précisément ? Ce qu'on voit là, c'est les tours du Grand Bastion. Elles sont situées du côté ouest du château car c'est le seul endroit où le château peut être vulnérable. Le terrain est suffisamment plat pour que des ennemis viennent avec leur artillerie, viennent installer leurs canons. C'est pour ça qu'on a des tours avec des murs de 9 mètres d'épaisseur pour encaisser les chocs des boulets de canon. Mais en quoi le Grand Bastion illustre l'évolution de l'architecture militaire au XVe siècle ? Alors, il permet de s'adapter aux évolutions de l'artillerie avec justement ces nouvelles armes à feu qui sont capables de détruire les murailles plus hautes et plus fines des châteaux forts traditionnels. Là, au contraire, on a des murs de plusieurs mètres d'épaisseur, jusqu'à 9 à 10 mètres d'épaisseur, des tours très hautes dont la hauteur correspond à celle d'un immeuble de 14 étages, et puis enfin un fossé très large afin de forcer l'éloignement. Mais est-ce que ces aménagements étaient suffisants pour protéger l'ensemble du château ? Alors malheureusement non. Malgré les bastions, malgré les plateformes d'artillerie, le château a succombé en 1633 après un siège prolongé de 52 jours qui a coupé les vivres aux défenseurs de la forteresse. Et me voici devant la façade sud du château, mais en quoi est-elle intéressante pour comprendre l'histoire du site ? Alors déjà, cette façade abrite des murs des 12e, 15e et début du XXe siècle, des 3 périodes de construction et de reconstruction de la forteresse. Mais c'est surtout la façade du logis du château, de l'habitation principale. Là où les seigneurs étaient. Exactement. Ouais. Comme élément défensif, tout autour de nous, nous avons des fortifications basses, avec des chemins de ronde, avec des mâchicoulis, avec une bretèche. Et avec des portes, bien sûr, bien solides, pour protéger la forteresse en cas de siège. Alors, juste au-dessus de nos têtes, nous avons un portail, le portail d'honneur. Que raconte-t-il ? Que voit-on exactement ? Alors, sur ce portail figurent plusieurs armoiries, notamment celle de l'empereur Guillaume II avec l'aigle impérial allemand, et juste en dessous celle de Charles Quint, empereur du Saint-Empire romain germanique dans la première moitié du XVIe siècle, en sachant que Guillaume II veut se placer dans la continuité politique et territoriale de Charles Quint et de sa famille. Mais Jean, comment faisait-on pour rentrer dans le château ? Parce que là, on a passé plein de portes, j'ai l'impression que c'est super barricadé.
Alors nous sommes dans une forteresse. Le principe, c'est de protéger l'accès, de protéger l'entrée à cette forteresse. Donc nous avons déjà en contrebas une grande porte, suivie d'une deuxième avec une herse. Et ensuite, pour rentrer dans le logis seigneurial, il y a pas loin de 8 portes successives qu'il fallait franchir, en bois, mais également en fer, des portes qu'on pourrait appeler des portes blindées, avec en plus un pont-levis. Le principe d'un château fort, c'est d'empêcher l'assaillant de rentrer dans les différentes strates de la forteresse. Bon, donc direction logis du château. C'est par ici cet escalier? Tout à fait, il y a plusieurs volets de marche qui nous attendent. C'est un ancien pont-levis, ça? Alors c'est un pont-levis qui a été reconstitué lors de la dernière restauration à l'emplacement, a priori, d'un pont-levis médiéval. Et là, au-dessus de nos têtes, qu'est-ce que c'est? C'est une bretèche, c'est une avancée en pierre qui permettait par l'ouverture de précipiter toutes sortes de choses sur un éventuel assaillant. Ah bah, on va peut-être pas rester ici. Et on y va, allez hop. Et originellement, pour récupérer l'eau, on utilisait ce puits? Alors on disposait dans ce château, au XVe siècle, d'un puits pour puiser l'eau potable, donc que nous avons juste ici, mais également 3 citernes de récupération d'eau de pluie. C'est super profond. Ah oui, 62 mètres de profondeur, un puits taillé à travers le rocher, protégé par une muraille, donc un puits que l'ennemi n'était pas censé découvrir et voire détruire. Et quand Baudot fait ses travaux de rénovation, qu'est-ce qu'il va ajouter pour faire circuler l'eau? Alors il va dégager ce puits déjà pour le remettre dans son état initial, mais il va construire au pied de la montagne une station de captage et une station de pompage. Ainsi, l'eau d'une source sera captée et des citernes d'eau qui se trouvaient au donjon vont accueillir cette eau, donc stockée là-haut, pour l'approvisionnement en eau du chantier de restauration. Et nous voici enfin arrivés dans la cour du logis. C'est la cour intérieure, en fait, où s'articulent, depuis cette place-là, tous les différents espaces du château. Effectivement, là nous sommes au cœur du logis seigneurial. Nous avons autour de nous les appartements seigneuriaux, mais nous avons également le cellier qui se trouve au rez-de-chaussée côté ouest, la cuisine qui se trouve au rez-de-chaussée côté nord, où l'on préparait les repas servis autrefois dans la forteresse. Et là, les étages supérieurs, ça donnait accès à quoi? Alors les étages supérieurs, notamment côté sud, abritaient les appartements du seigneur de la forteresse et de sa famille. Le côté sud, c'est le côté du soleil, le plus confortable, mais également la chapelle. Mais côté nord, on a beaucoup moins de confort, n'est-ce pas? Le côté nord, c'est le côté froid, humide, sombre. Les pièces côté nord étaient effectivement plus inconfortables. Néanmoins, celle du premier étage côté nord était chauffée directement grâce à la chaleur de la cuisine, se trouvant au rez-de-chaussée juste derrière. Et alors, cette tour majestueuse qui est au centre de la cour, quel est son rôle? Là, nous avons une tourelle d'escalier qui desservait l'appartement seigneurial, mais surtout, nous avons tout là-haut notre donjon. Le donjon, on parle aussi de tour maîtresse, c'est une tour de plan carré ayant des murs d'un peu plus de 2 mètres d'épaisseur. C'est une tour d'observation. Qu'est-ce que fait brutalement cette tourelle néo-gothique là, qui est dans un genre très particulier? Alors, elle a été entièrement construite au début du XXe siècle à l'emplacement d'un ancien escalier médiéval au Renaissance qui desservait les appartements de la forteresse. Mais elle est d'un style effectivement néo-gothique pour trancher avec la simplicité des murs médiévaux qui se trouvent tout autour, en sachant qu'au début du XXe siècle, l'empereur Guillaume II, lors de ses visites au château, allait emprunter cet escalier. Et là, les armoiries qu'on voit, qu'est-ce qu'elles représentent? Alors nous avons tout d'abord ici les armoiries de la famille de Tirstein, qui a bâti le château actuel à la fin du XVe siècle. Nous avons l'aigle impérial allemand, donc symbole toujours de l'empire de Guillaume II et de son empereur. Et nous avons également le blason des Habsbourg, grande dynastie germanique, qui a été propriétaire du château du XVe au XVIIe siècle. Et comment faisait-on pour circuler d'une pièce à l'autre au sein de ce logis? Pour circuler au niveau du logis sud, vous aviez des galeries en bois qui permettaient de desservir les différentes pièces, que ce soit les chambres ou bien les pièces à vivre. Bon, ça me donne vraiment envie. On emprunte ce magnifique escalier dans cette tourelle féerique. Et nous voici à présent dans la salle du Kaiser, comprenez la salle de l'empereur, une salle particulièrement grande et haute de plafond. Tout à fait. Sachez qu'au Moyen-Âge, il y avait ici en fait 2 salles superposées. On peut voir les corbeaux, juste là, les grosses pierres qui dépassent des murs et normalement qui étaient censées soutenir un plancher. Donc on a déjà 2 salles superposées qui ont été réunies en une seule. Et ça participe un peu de la volonté de Guillaume II. Son objectif, c'était de faire une salle de prestige, une salle impressionnante, qui représentait son pouvoir et qui rappelait surtout l'appartenance de l'Alsace à l'Empire allemand. Est-ce que c'est une restitution fidèle du château comme il l'était au Moyen-Âge? Non, au contraire. Justement, c'est la seule salle du château qui n'a pas été restituée de manière fidèle. On est vraiment dans une création XXe siècle qui représente une forme de Moyen-Âge idéalisé.
C'est-à-dire, pourquoi idéalisé? Eh bien parce qu'on a une représentation qui est tournée sur la guerre, la chevalerie, le tournoi. On n'est pas dans une représentation du Moyen-Âge qui représente la réalité historique. Là, on est vraiment dans une volonté de démontrer la puissance militaire et le prestige de Guillaume II et de l'Empire allemand. Et le prestige se voit effectivement dans les représentations qu'on voit juste au-dessus de nos têtes, cet aigle. Tout à fait. D'ailleurs, vous voyez comme la voûte attire le regard vers lui, la manière dont il nous domine de manière écrasante. Vous voyez qu'il est entouré d'une auréole. Oui. Sur cette auréole, on peut lire Gott mit uns, Dieu avec nous, qui est justement la devise personnelle de Guillaume II. Son monogramme, on peut le voir au-dessus des chaînes, on peut voir le W pour Wilhelm, son nom allemand. Oui. Et on retrouve encore son monogramme sur le poil qui se trouve juste derrière nous. À quoi correspond ce chien? C'était celui de l'empereur? Ah oui, tout à fait. Oui, non, ça c'est Esmond, c'est le teckel de Guillaume II. Mais à quoi servait cette salle finalement? Alors ça avait été construit afin de servir de salle de banquet. Le problème, c'est que cette pièce, elle n'a jamais été utilisée telle qu'elle. En 1918, avec la fin de la Première Guerre mondiale, la France récupère l'Alsace et par conséquent récupère le château. Donc Guillaume II n'a jamais l'usage de cette pièce. Il n'a jamais pu organiser ici de grandes fêtes, de grands festins, où il aurait pu écouter de la musique par exemple, qui était jouée par un orchestre depuis la tribune des musiciens là-haut. Mais Alexia, je remarque que dans chaque salle du château, on a toujours un décor très riche, beaucoup de meubles. Tous ces objets datent de quelle époque? 15e, 16e et 17e siècle. Donc pour couvrir la fin du Moyen-Âge et le début de l'époque moderne. Mais quelle était la volonté de l'empereur Guillaume II au sujet de cette décoration intérieure justement? L'objectif, c'était vraiment de rendre vie au château en disposant tout au long du parcours d'exposition des meubles qui auraient réussi à redonner cette atmosphère de château habité de la fin du XVe siècle. Tous les objets du château, à l'exception de 2 copies, sont des originaux. La gloire d'avoir rassemblé tous ces objets, c'est le travail de la Haut-Königsbourg-Verein, c'est-à-dire l'association des amis du Haut-Königsbourg, dont l'objectif, c'était justement d'acheter des objets, des meubles, ou alors de se les faire donner. Un des objets phares, j'imagine, du musée, ce coffre. C'est un coffre à ferronnerie qui est l'un des plus anciens objets du château, si ce n'est le plus ancien. Il date du XVe siècle et il est assez typique du mode de vie des nobles. En fait, les nobles, ils devaient se déplacer sans cesse de château en château, donc ils avaient besoin d'avoir des meubles dans lesquels ils pouvaient mettre toutes leurs affaires, donc ça servait de valise. Et en plus, cet objet, il peut avoir plusieurs fonctions. On peut s'en servir pour s'asseoir, on peut s'en servir pour poser des choses dessus. Alexia, qu'est-ce qu'on voit là par la fenêtre? Les grandes fresques, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? Alors ça, ce que vous voyez par la fenêtre, c'est la fresque des 9 preux. Les 9 preux, ce sont 9 héros qui représentent les qualités des chevaliers au Moyen-Âge. Parmi eux, il y a 3 héros chrétiens, par exemple Charlemagne ou encore le roi Arthur, 3 héros païens comme César ou Alexandre le Grand, et enfin 3 héros juifs, dont le roi David. Et à l'étage supérieur, ce sont des femmes, hein? Tout à fait. Ouais. Alors c'est l'une des triades des 9 preuses. À la fin du Moyen-Âge, on considère que Jeanne d'Arc fait partie des 9 preuses. Oui, oui. Donc ici, on a une des triades seulement des 9 preuses, la triade amoureuse, qui représente justement les héroïnes de la littérature amoureuse germanique. Et nous voici dans le logis sud. Ce sont sans doute les appartements les plus agréables du château. Tout à fait, tout à fait. Nous sommes côté sud, le côté du soleil, donc les pièces les plus agréables du logis. Avec cette oriel, avec de grandes fenêtres côté sud, c'est cette avancée, en fait vitrée, qui permet de faire rentrer un maximum de clarté dans la pièce. Et là, juste en face, ça a un rôle également? Oui, alors c'est ce qu'on appelle un cou-siège, c'est une petite banquette où l'on peut s'installer directement au bord de la fenêtre. C'est purement pour profiter d'une belle vue et d'une belle lumière, ou ça avait une autre fonction, ces cou-sièges? Pour le plaisir, mais également pour œuvrer, pour peut-être lire un ouvrage, pour peut-être coudre directement avec de la lumière naturelle. Mais comment faisait-on pour se chauffer à l'époque? L'avantage, c'est si le château est grand, les pièces sont petites, donc ça chauffe rapidement, non? Tout à fait, des petits volumes se chauffaient beaucoup mieux que des grandes salles. Donc on privilégiait dans ce château des petits volumes, et les pièces étaient chauffées grâce à des cheminées à foyer ouvert, soit grâce à des poêles en faïence, que l'on appelle des Korolhofer. Il y en a combien à peu près dans le château? Il y en a à peu près une trentaine actuellement, dans les différentes pièces. Et qu'est-ce qui chauffe le mieux, une cheminée avec un foyer ouvert ou plutôt... Ah, ce sont les poêles, ce sont les Korolhofer sans conteste. Ouais. D'accord, mais c'était dangereux, non? On devait se brûler Pas du tout, c'est une chaleur relativement agréable, et ce qui est intéressant avec ce type de chauffage, c'est le temps de diffusion de la chaleur grâce aux briques réfractaires qui se trouvent à l'intérieur. Plus de 10 heures après l'extinction d'un feu à l'intérieur, la pièce, le poêle est encore chaud. Donc ça chauffe vraiment longtemps. Après, ça dépend du volume de la pièce et de son isolation. On peut comparer ça à un radiateur du Moyen-Âge. Et nous voici dans une chambre qui pourrait sans doute être celle
d'un seigneur, n'est-ce pas? Tout à fait, une chambre seigneuriale au 2e étage du logis sud. Mais c'était tout de même assez confortable là, quand je vois cette chambre avec ce beau lit à baldaquin. Effectivement, nous avons en plus du lit et de la cheminée, la présence d'une latrine. Les latrines, ce sont les toilettes ouais. du Moyen-Âge. Alors voici ces latrines, étroites évidemment. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose, non? Tout à fait, il manque le siège, il manque sur lequel on prenait place, c'était un siège percé, D'accord, tout simplement, et ça tombait. au pied de la muraille. Et ici, autre pièce inattendue, les cuisines de l'empereur. Effectivement, nous sommes dans des cuisines qui ont spécialement été aménagées au début du XXe siècle. Nous avons un énorme fourneau et 7 feux différents pour de multiples cuissons. Fourneau qui alimente un ballon d'eau chaude. Donc c'est quelque chose d'extrêmement moderne au début du XXe siècle, tout à fait révolutionnaire. Et comble de la modernité, ce robinet. C'est révolutionnaire car avoir de l'eau chaude en 1900 au sommet d'une montagne dans une forteresse, c'est pas courant. Et de C'est pouvoir pas la courant. mélanger. Et à de loisir. pouvoir le mélanger effectivement grâce à ces 2 robinets qui permettent d'avoir de l'eau chaude, de l'eau froide et bien entendu de l'eau tiède. Alors qu'il faut bien imaginer que la plupart des personnes vivant à cette époque, au début du XXe, avaient plutôt juste un robinet d'eau froide, rien de plus. Tout à fait. Mais j'imagine qu'on devait préparer des festins inouïs ici au vu du luxe de cette cuisine. Alors figurez-vous que l'empereur n'a mangé qu'un seul repas au château. Eh oui. Le 13 mai 1908, jour de l'inauguration de la forteresse, on lui a servi un banquet et ce banquet a été finalisé, a été réchauffé dans cette cuisine. Mais pourquoi l'empereur a voulu alors créer une cuisine aussi luxueuse? Quel était l'intérêt de faire ça, puisqu'elle ne s'en servait pas notoirement? Alors cette cuisine a simplement été réalisée au cas où. Est-ce que c'était pas une manière aussi pour Guillaume II de montrer sa surpuissance, c'est-à-dire être à la pointe de la technologie de son temps, en montrant aux autres que même dans les cuisines, il est mieux que les autres, non? Oui, qui dit cuisine moderne, dit château moderne, dit empereur moderne, dit pays moderne. Donc tout est lié effectivement. Oula, mais qui êtes-vous? Je suis Friedrich, je suis soldat au service du seigneur Oswald von Tierstein. Cette pièce, c'était la salle du banquet. Ah, vous voulez La dire au grande 15e salle. siècle? Tout à fait. Ouais, d'accord. Et au début du XXe siècle, cette pièce a été décorée en tant que salle d'armes. Je sais pas comment ça se tenait. C'est super lourd. C'est super Alors, lourd. l'idée, c'est surtout de pouvoir se battre en groupe, d'avoir une arme longue et de pouvoir maintenir l'ennemi, de faire un mur de pointe et de le maintenir, attention, Oh le bidou. de maintenir l'ennemi à distance. Votre guisarme, ça me rappelle un peu plutôt un outil agricole. Bah alors justement, c'est parce que c'est un outil agricole à la base. En fait, c'est des serpettes qu'il y a des paysans qui réemmanchent ces armes sur des manches en bois et qui partent en guerre avec. Beaucoup d'armes médiévales sont des outils de paysans réadaptés. Des socs de charrue qui sont emmanchés, des faux qui sont redressés, Incroyable. des serpettes qui sont emmanchées, voilà. Et alors là, juste derrière moi, Une arquebuse, c'est l'ancêtre du fusil. Ça fonctionne comme un canon, avec un tube, vous remplissez, vous mettez de la poudre, vous Oui. mettez de la bourre, un peu de tissu, une baguette, vous enfoncez ça là-dedans, vous mettez une balle et ensuite vous appuyez sur la détente, la mèche se couche dedans et ça enflamme la poudre et ça tire exactement comme un canon. On a des arbalètes qui ne se portaient pas comme ça sur l'épaule. pas du tout, comment? Ce n'est pas ce que vous appelez un bazooka dans votre contrée. Par contre, ça se porte sous le bras, Ah, enfin contre l'épaule, ouais, un ouais. peu comme un fusil finalement. D'accord. Ah mais c'est super lourd là. Alors oui, c'est lourd, mais c'est surtout à cause du système de chargement qu'on appelle un crâne-quin. Et donc ce crâne-quin, normalement, il est utilisé pour tirer la corde le long de l'arbalète. Ça s'enlève, ça tire la corde le long de l'arbalète et ça vient ramener la corde ici, à une partie qu'on va pouvoir ensuite appuyer pour tirer. Et on pose un projectile dessus, la corde est tendue et on peut tirer sur l'ennemi. Bon, vous l'aurez compris, il y a une armure ici. C'est pour qui? C'est pour moi. Comme première pièce, la plus importante, Ouais. c'est le casque. Une armure complète de plaques, ça coûte une fortune. Il y a très peu de gens au Moyen-Âge qui ont les moyens de se payer vraiment une armure. C'est plutôt réservé pour un seigneur ou un chevalier. Et ce casque, Ok. on appelle ça une salade. Vous avez une visière à l'avant que vous pouvez baisser et vous avez juste vos yeux qui dépassent. Et à l'arrière, vous avez une plaque dans la nuque qui permet de protéger les coups qui pourraient venir par l'arrière. Non mais attendez, là je me casse sur tous les vertèbres avec ça, c'est Alors là, horriblement lourd. Alors c'est un peu lourd, mais c'est la partie la plus lourde qu'on ait sur une armure, c'est le casque. C'est les plaques les plus épaisses. Parce qu'un D'accord. bras cassé, vous savez réparer. Une jambe cassée, vous savez réparer. Une tête cassée, c'est plus c'est compliqué. plus problématique. Ça, c'est une capuche de maille. Vous voulez un pas camail. l'enfiler? Alors, je peux essayer. Des fois, Oui, je oui, oui, l'enfile. oui, hein, chacun Voilà. s'y met, hein, Friedrich, il n'y a pas de raison. Voilà. Vous prenez pas le truc le plus sympa pour Voilà. Bon, je suis habitué. Ah, vous êtes d'un chic extraordinaire. Je peux enfiler Alors, le plastron pour voir ce Vous que la ça mettez donne? comme ça. Il faudra l'accrocher. Hop. Voilà. Et en gros, vous la tenez comme ça. Voilà. Vous êtes protégé. Alors, l'avantage, c'est que vous avez un plastron sur vous et ça protège relativement bien des chocs. Par exemple, s'il devait y avoir un marteau ou une masse qui tape Doucement, dedans. on se calme.
Eh bien, c'est une coque dure, rigide, Oui. donc ça protège des chocs. Toutes ces armures, elles sont relativement recourbées. L'idée, c'est de pouvoir encaisser des coups puissants et de les faire dévier sur les côtés. Par contre, l'équipement que j'ai sur moi, une armure de maille, Oui. eh bien, ça ne protège pas des chocs. C'est mou, c'est des petits anneaux, c'est comme un textile, et donc le choc qui serait reçu sur une armure de maille, c'est mon corps qui va le prendre. Vous avez des gantelets, des gants d'armure qui sont articulés avec plein de petites plaques sur vos doigts. Ouais. Et donc s'articuler comme sur la queue d'une écrevisse, par exemple. Oui. Ces petites plaques permettent de bouger sans problème. Souvent, on a l'image d'une armure qui est complètement engoncée, où on ne peut pas bouger. C'est ça, ouais. Et bien là, vous pourrez voir que vous arrivez à bouger vos doigts. Une armure complète sur un chevalier au 14e, 15e siècle, on entre 20 et une trentaine de kilos au complet. Mais lorsqu'on observe le château, on a l'impression qu'il est flambant neuf. Ça, c'est dû au travail de Bodo Hebart. Donc Bodo Hebart, c'est un architecte qui restaure le château au tout début du XXe siècle. Il se sert de techniques modernes, évidemment, mais tout en respectant l'esprit médiéval. On a 70% du bâti qui est encore debout lors du début de la restauration, et Bodo Hebart va compléter les parties hautes, compléter le bâti, et c'est ainsi qu'il en vient à ce résultat, celui qu'on peut voir aujourd'hui. Mais ça a dû être un travail titanesque. Ah oui, c'était vraiment un chantier colossal. On a quand même un site qui fait 270 mètres de long, 70 mètres de large, et en plus avec un dénivelé de 50 mètres. Donc en tout, on a 21 niveaux ici. Certains ont dit que le château avait très mal été restauré. Oui, il accuse de ne pas avoir bien restauré le donjon. En fait, Bodo Hebart, il restaure un donjon carré, de par le plan qu'il trouve au sol, sauf que les Français disent justement qu'il s'agissait d'un donjon rond. Alors aujourd'hui, grâce à nos avancées en termes de fouilles archéologiques, on sait que Bodo Hebart avait raison et qu'il s'agissait bien d'un donjon carré. Tiens, et qu'est-ce que c'est que cette marque-là dans la pierre gravée? C'est une marque de tâcheron. C'est donc une signature qui a été faite par un tailleur de pierre au XVe siècle afin de montrer que c'était bien son œuvre et que par conséquent, il devait être payé pour. On est payé au nombre de tâches qu'on effectue, d'où ce nom de tâcheron. Mais c'est bien un château, c'est beaucoup plus contemporain là, cette gravure. Oui, tout à fait. Là, on est sur une marque de restauration. Donc les marques de restauration, c'est quelque chose qu'utilisait Bodo Hebart pour la restauration. Chaque année est associée à un symbole et donc les deux ensemble, ça signifie en quelle année justement cette partie du château a été restaurée. Le donjon que vous voyez là, la petite tour de château, ça représente l'année 1904, donc on sait que cette partie du château a été restaurée en 1904. Et qu'est-ce qu'on peut voir d'autre comme symbole, comme ça, gravé dans la pierre? Alors par exemple, il y a l'aigle de 1903, on a aussi le chiffre de Guillaume II pour 1907. En fait, ça va revenir sur chacune des années de la restauration et donc à quelle vitesse cette restauration s'est faite. Et nous voici dans la Schnuget, c'est tout petit et ça porte ce nom parce qu'on a des peintures de Léo Schnug, c'est ça? Effectivement, alors Léo Schnug a travaillé au château au début du XXe siècle et a réalisé plusieurs peintures murales dans plusieurs pièces du château, notamment dans la salle de l'empereur, dans la salle des trophées, et ici, dans cette toute petite pièce que l'on surnomme la Schnuget, en hommage donc au peintre, mais également au terme d'échauguette, qui est une toute petite construction dans laquelle nous nous trouvons, quoi. Mais il dormait ici ou c'était Alors, juste... on dit que Léo se reposait ici entre deux séances de peinture. Et alors, Léo Schnug, bon, c'était un peintre célèbre, probablement le peintre alsacien le plus célèbre du début du XXe siècle, mais c'est un peintre qui aimait beaucoup trouver son inspiration dans la boisson alcoolisée. Donc il se pourrait même qu'il se reposait ici et qu'il goûtait quelques bouteilles savoureuses. Et des nuits de débauche. Nous avons pris un petit peu de hauteur, nous sommes dans la tour nord du Grand Bastion. C'est vraiment de là qu'on se protégeait. Effectivement, on peut avoir une excellente vue, une excellente visée sur les ennemis qui arriveraient forcément côté ouest. Mais en plus de ça, d'ici, on a une excellente vue à 360 degrés sur tout ce qui nous environne. Et donc, ça permet aussi de surveiller les routes commerciales. Les routes du vin, du blé, de l'argent, du sel qui transitent par la plaine d'Alsace. Ce sont des canons d'époque? Alors, ce sont des copies de canons des 16e et 17e siècles. Les motifs religieux ne sont pas forcément coupés du contexte militaire et au contraire, on voit beaucoup justement de commandants, de chefs d'armée qui se servent de cette justification religieuse afin de mener leur guerre. Et d'ailleurs, les guerres de religion sont bien un témoin de cette contradiction. Si vous souhaitez comme moi visiter le château du Haut-Königsbourg, sachez qu'il est ouvert tous les jours, toute l'année, à l'exception du 25 décembre, du 26 décembre et du 1er janvier. Prix de l'entrée 12 €, mais c'est gratuit pour les enfants de moins de 6 ans. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du château au-du6königsbourg.fr.